14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. On évoque de plus en plus souvent le burn-out, mais on ne parle peut-être pas assez souvent des conséquences qu'il peut avoir sur le couple lorsqu'il touche l'un ou l'autre des partenaires. Évidemment, c'est un événement douloureux pour celui qui est en burn-out, mais ça a forcément un impact sur la relation, d'autant plus qu'il faut beaucoup de temps pour rebondir, parfois même plus de 2 ans. Or, lorsqu'on est en burn-out, on perd l'appétit de vivre et donc forcément la libido. En compagnie de Fabrice Bach, membre fondateur de l'association VLB, Vaincre le burn-out, nous allons pouvoir vous aider si votre couple est en train de traverser cette épreuve. Il pourra aussi vous dire quels sont les indicateurs à prendre en compte, peut-être justement pour éviter de sombrer totalement dans un burn-out, parce que si votre partenaire ne va pas très bien, eh bien peut-être qu'il est déjà un peu atteint justement de ce fameux burn-out. Et puis on va pouvoir aussi vous guider pour vous puissiez vous reconstruire ensemble avec peut-être de nouvelles bases, parce que souvent, comme pour de nombreuses crises, lorsque le couple en traverse une, eh bien, il se trouve modifié. Si vous êtes dans cette situation, si vous voulez des conseils, n'hésitez pas, vous nous appelez au 0826 300 300. Bonjour Fabrice Bach. Bonjour. Merci d'être avec nous et merci d'avoir proposé ce sujet, parce que c'est vrai que c'est un sujet malheureusement beaucoup d'actualité. Je crois que les burn-out sont en nette augmentation depuis 10 ans. Complètement. Actuellement, les données que l'on a, alors qui sont recoupées, c'est quand même 3 millions de Français actifs qui sont exposés à un risque de burn-out, ce qui est gigantesque. 100 000 Français en arrêt de travail chaque année pour dépression grave ou burn-out. Et la dernière étude qui était sortie montrait que 52% des salariés se disaient stressés au travail. 29 présentaient un seuil dépressif élevé. Enfin, les chiffres sont impressionnants. Oui, c'est horrible. Oui. Et 6% étaient en dépression et s'ignoraient dans cet état. Dépression grave qui pouvait atteindre des éléments sur le plan physique. Donc effectivement, paradoxalement, c'est une problématique dont on parle beaucoup, puisque voilà, socialement, le terme est rentré dans la terminologie commune. Quotidiennement, on peut dire, tiens, tu es en train de faire un burn-out. Paradoxalement, on en parle, c'est un avis personnel, souvent très mal. Un exemple très terre-à-terre, et je le pose tout de suite, on renvoie dans la société fréquemment que le burn-out, c'est la maladie des faibles, c'est un mensonge sociétal. Ça n'est pas vrai. C'est la maladie des forts, de ceux qui ont tenu au-delà de tout, et qui à un moment donné cassent malheureusement. Alors, comment vous expliquez que ce soit aussi important, ce burn-out, dans notre société, qui quand même, a priori, est une société qui devrait aller bien ? Je dis bien qui devrait. Hein. Merci qui devrait. Parce qu'effectivement, les problématiques qui sont présentées, on avait déjà des problématiques avant la Covid. La Covid a accentué tout un ensemble de processus. Un exemple très terre-à-terre. Avant, on avait 2 univers. L'univers de la maison, qui était plutôt un univers globalement où on allait se reposer, s'apaiser, se détendre, et l'univers du travail qui pouvait être beaucoup plus stressant. Or, le télétravail a amené une confusion de ces 2 univers. On a amené le stress à la maison. Et à l'issue de la première période de confinement qui a été posée, pour travailler avec un certain nombre d'avocats, le nombre de divorces a augmenté en flèche. Les gens se sont rendus compte qu'ils n'avaient plus rien à faire ensemble, parce qu'effectivement, même pendant les vacances, on passe peu de temps ensemble, on trouve toujours des temps individuels. Là, c'était 24 heures sur 24. Et en fait, du coup, ça a accentué les problématiques anxiogènes, les problématiques de tension et les problématiques de burn-out, à la fois sur le plan professionnel et personnel. Et la problématique liée au couple, on en parle extrêmement peu. Je suis très heureux de cette émission pour pouvoir aider beaucoup de gens. Oui, et vous avez raison. Il y a une tendance actuelle que je remarque depuis la Covid, justement. Alors, c'est plutôt les femmes, souvent, qui commencent à dire que finalement, elles préfèrent vivre seules, que c'est plus... Mais il y a vraiment un désintérêt pour le couple. Ouais. Et donc, on peut bien comprendre que dès qu'il y a une crise que traverse le couple, ça peut complètement le chambouler. Ah, complètement. Les fondations du couple peuvent être mises en cause. Et je pense au cours de l'émission, on sera amené à en parler, avoir justement des clés pour comment identifier si son couple va bien ou pas. Et s'il ne va pas bien, qu'est-ce qui peut être fait pour l'améliorer. Parce que sans aller voir tout de suite un psy, oui, j'en suis très heureux quand des patients viennent me consulter, mais on peut aussi faire sans. Au quotidien. Ce sera d'ailleurs un conseil du jour. Alors, peut-être déjà, pour commencer, le burn-out, ça veut dire brûlement de l'intérieur, je crois, quelque chose comme ça. Tout à fait, en fait, c'est très intéressant parce que ça a été identifié pour la première fois en 1974 par un psychiatre, Freudenberger,
qui lui-même avait rencontré un certain nombre de difficultés et parlait de ces patients qu'il sentait se consumer de l'intérieur. Et ce qui n'est pas complètement faux, le terme qui avait été défini à l'époque était burn-out. Aujourd'hui, on sait que lorsqu'on fait des IRM fonctionnels, on constate des zones cérébrales qui vont s'enflammer physiquement. Donc le terme n'était pas forcément inapproprié. Et c'est effectivement, alors on me dit oui, c'est un coup de fatigue, c'est un coup de mou. Non, c'est beaucoup plus que ça. C'est un effondrement complet de la personnalité. Et est-ce que c'est vraiment différent de la dépression ? Quelle différence on fait justement par rapport à la dépression ? Merci de votre question, parce qu'aujourd'hui, on confond énormément burn-out et dépression. Beaucoup de personnes qui ont fait un burn-out sont traitées pour dépression. Sauf que lorsqu'on prend un traitement d'antidépresseur alors qu'on a fait un burn-out, ça va effectivement canaliser la problématique du burn-out. On ne va pas prendre des antidépresseurs à vie, à un moment donné, il faut les arrêter. Et là, le burn-out revient. Toutes les problématiques qui ont été endormies reviennent encore plus fortement. La principale différence, c'est qu'une dépression est pratiquement systématiquement corollaire d'un choc émotionnel spécifique qui a été vécu. Le burn-out, non. C'est un processus de suradaptation qui a pu durer pendant des mois, voire des années, qui va amener à un moment donné une rupture. Oui, et on voit bien la différence, parce que finalement, les personnes qui vont avoir une dépression sont souvent des personnes qui ont des antécédents, souvent, soit d'ailleurs, il y a même parfois certaines personnes qui pensent qu'il y a quelque chose de génétique dans la dépression, alors que le burn-out, dans l'absolu, ça peut arriver à tout le monde. Mais tout à fait. Une des vérités du burn-out, c'est que nous pouvons tous être concernés à un moment donné dans notre vie, tous sans exception. C'est pour ça que ce n'est pas une problématique, on parle d'une réelle maladie, ça n'est pas un coup de mou, Et vous l'évoquiez dans votre introduction, lorsqu'on fait un burn-out, c'est pas 15 jours d'arrêt, ça va aller mieux. Nous, les médecins avec lesquels on travaille au sein de l'association VLB, le premier arrêt, c'est 6 mois, renouvelable, pour que la personne puisse se récupérer. Sachant que, je pense qu'on l'évoquera par la suite, les différentes phases du burn-out, quand on arrive à la phase du burn-out, on va garder des séquelles à vie. Notamment, la principale séquelle qui va être présente, ça va être une hypersensibilité au stress. Le problème, c'est qu'on vit dans une société qui est très stressante. Oui, et on comprend bien d'ailleurs cette hypersensibilité au stress si on a fait un burn-out, parce qu'on sait très bien la mémoire que l'être humain possède. Et donc le moindre indice qui pourrait rappeler cette phase de souffrance terrible, parce que ça fait souffrir évidemment le burn-out. Mais énormément. C'est pour ça que j'évoquais un effondrement complet de la personnalité. Moi, j'ai des patients des personnes qu'on a suivies au sein de VLB, qui se sont retrouvées dans une position un matin à ne plus pouvoir se lever physiquement. Les gens ne comprennent pas autour. Le conjoint ou la conjointe regarde, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Secoue-toi, quoi. Oui, allez, mais c'est bon, il faut y aller. Maintenant, on va beaucoup plus loin dans nos travaux, puisqu'on arrive à parler d'un burn-out des jeunes, c'est-à-dire des lycéens, qui peuvent aussi faire un burn-out. Et alors, on pourra peut-être, grâce au témoignage, comprendre un peu quelles sont les raisons actuelles de notre société qui poussent comme ça les gens au burn-out. Mais peut-être d'abord, ça c'est important, Fabrice Bach, quels seraient les symptômes, les indices qui laissent à penser que notre partenaire pourrait commencer à être en pleine descente ? Alors, déjà au niveau du burn-out, il va y avoir 4 phases bien spécifiques qui ont été identifiées. Alors, la première phase, c'est une phase d'alarme, de stress chronique qui va émerger. Donc là, c'est une phase d'engagement au niveau professionnel. On va s'engager à 200%, on est toujours très dynamique. Par contre, on commence à avoir un stress récurrent qui se répète, mais sur une période qui est assez longue. Là, au niveau de cette étape, tout de suite, ce qu'il faut pouvoir avoir en tête, c'est qu'est-ce qui m'arrive ? Pourquoi je commence à être très irritable, à m'énerver pour un rien ? L'idée derrière, c'est de pouvoir mettre en place des stratégies pour éviter les facteurs stress. Donc là encore, tout peut se gérer. Donc là, on peut échapper complètement au burn-out. Après, on atteint la phase 2. Alors la phase 2 est très particulière, c'est la phase de résistance, ou nous, ce qu'on a appelé de déni-habituation. Tous les symptômes de stress disparaissent. Parce qu'en fait, on s'y est accoutumé. Et brusquement, on est dans une phase où on se sent beaucoup mieux. Donc on est dans un surinvestissement professionnel, on veut tout faire, on va tout bien faire, et tous les signaux d'alarme physique ont disparu. Là, effectivement, l'environnement est confronté à quelque chose d'un peu surprenant, en se disant, tiens, finalement, ça n'était qu'un passage. Or, pas forcément. C'est là où l'environnement est très important, puisque là, il faut aller voir son médecin en disant, j'ai traversé une phase difficile, brusquement, je suis dans un surinvestissement, qu'est-ce qui est en train de se passer ? Là, changer des habitudes, ça n'est plus suffisant. Il va déjà falloir aller voir un professionnel qui va alerter sur l'état de santé. Puis après, on arrive à la phase 3. Alors la phase 3, là, c'est la phase de rupture. Ce qui est très particulier, c'est que tous les symptômes qui avaient... Oui, c'est comme un élastique, on tire, et puis à un moment donné, il casse. Oui. Et à la phase 3, tous les symptômes qui avaient disparu à la phase 2 reviennent, mais intensifiés.
Donc c'est une phase de désillusion, d'acharnement. Et là, par contre, donc le partenaire devient invivable. Exactement. Puisqu'on va trouver 3 composantes dans cette phase. Donc il y a un épuisement émotionnel qui apparaît. C'est-à-dire, j'y arrive plus, tout m'est difficile, à la moindre petite chose. Je vous laisse imaginer dans un couple, quand le conjoint ou la conjointe demande de faire quelque chose. Tiens, alors on en est où pour les vacances? Tu as regardé? Mais il n'y pense même pas. Mais tu crois que j'ai le temps? Exactement, tu crois que j'ai que ça à faire? C'est bon, c'est les vacances, et ça y est, le conflit commence à émerger. On va retrouver une phase de dépersonnalisation. Je me moque de tout, plus rien m'intéresse. L'exemple de vacances, de toute façon, choisis ce que tu veux. Puis il va y avoir la phase 3, le reniement. Je suis nul, ma vie est nulle, et j'ai raté ma vie. Et là, c'est ma vie de couple aussi. Et je l'évoquais précédemment, souvent au niveau du burn-out, aujourd'hui c'est une problématique qui est globalement bien connue, mais on met de côté le conjoint ou la conjointe. Et c'est une dimension qui nous est apparue très importante à VLB, de réintégrer la dimension du couple. Le premier soignant, c'est le conjoint, qui parfois commet des erreurs sans s'en rendre compte. Parce qu'une fois qu'on a passé l'étape 3, on arrive à la phase 4, et là, ça craque totalement. Et là, c'est plus simplement, je vais prendre un traitement, etc. C'est un long arrêt de travail, ça va être une psychothérapie prolongée pour comprendre pourquoi la personne s'est autant investie dans des domaines où elle était toujours en déperdition. Donc là, une phase de démoralisation, un effondrement émotionnel, psychologique, affectif. Vous parliez précédemment de la libido, en phase 4, elle n'existe plus du tout. Ça me paraît évident, de toute façon, oui. Tout à fait. Donc, ce qui est important, c'est déjà peut-être de repérer la première phase, parce que j'imagine bien, plus on repère tôt, plus on a des chances d'éviter le... Tout à fait, d'éviter le burn-out. Le burn-out, c'est important à avoir en tête, n'est pas une situation inévitable. D'où, dans la phase 1, qu'est-ce qu'il est possible de faire? Déjà, de discuter avec son conjoint, d'essayer de comprendre. Oui, il est irritable. Oui, brusquement, il devient tendu, agressif. On va essayer de comprendre pourquoi. Plutôt que de répondre aussi par l'agressivité, où ça devient une sorte d'escalade symétrique. Bien sûr. Et attention, parce qu'on peut rentrer dans des conflits à ce moment-là qui peuvent être extrêmement blessants pour l'un et l'autre. Et en fait, ce qui est très intéressant, ce qu'on a constaté au niveau du burn-out, c'est que ça va en fait totalement modifier les fondamentaux du couple qui vont être touchés. C'est-à-dire que lorsqu'on va rencontrer quelqu'un, il y a 3 formes de rencontres au départ. Une rencontre physique, potentiellement on va aller vers quelqu'un qui nous attire. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire, a priori. À moins d'être très maso. Voilà, complètement. Bon. La deuxième phase est une rencontre humaine. On se rend compte que cet univers de l'autre, étant le nôtre, on vient le compléter. Il y a quelque chose qui vient de l'ordre d'une complémentarité agréable. Puis une troisième phase, qui est une rencontre intime, au niveau de la libido, de la sexualité. Quand on fait ces 3 rencontres, on se dit, tiens, finalement, celui-ci ou celle-ci, je vais peut-être la garder un petit bout de temps, ça a l'air de se passer plutôt bien. Et c'est là qu'on va rentrer la phase de couple. Et dans la phase de couple, il va y avoir 6 facteurs qui vont être touchés par le burn-out, justement. Le premier, c'est le principe de responsabilité. Je peux compter sur l'autre pour qu'il puisse prendre soin de moi au cas où. Vous faites un burn-out, c'est l'autre qui a besoin qu'on prenne soin de lui. La volonté de continuer. Toute solution est plus facile à trouver à 2 que seule. Là, l'autre n'est plus disponible. Le respect mutuel. L'autre est porteuse d'une image positive, valorisante, et réciproquement. Là, on a quelqu'un qui ne se lève plus, qui n'arrive plus à prendre soin de lui, qui s'énerve pour un rien. Le principe d'égalité. On va faire des concessions réciproques. Donc, c'est-à-dire, concession, c'est pas tu fais la vaisselle, je passe la serpillière. On est dans des concessions émotionnelles, d'amour et d'affection. Quand on réfléchit bien au départ, ce qui est très intéressant, l'amour, en fait, c'est quoi? Moi, je l'évoque d'une façon très particulière, c'est un troc, en fait. Oui, mais je suis bien d'accord avec vous. On va donner... sauf qu'on donne parfois, je ne sais plus qui a dit ça, on donne parfois à l'autre oui. qu'on n'a pas et qu'il ne veut pas. Voilà, ça va être plus problématique. On va donner une part de soi à l'autre, et l'autre, pas qu'on ait un trou en nous donne une part de lui-même. C'est là où on crée cette collusion. L'autre principe, c'est éviter de nouveaux échecs. L'autre est un soutien permanent. On peut partager ses soucis. Avec une personne qui a fait un burn-out, il est égocentré sur sa problématique. Et puis, une perception de la différence, c'est ça aussi qui est très intéressant. On va développer un sentiment de complémentarité. Dans une situation où on est en couple avec une personne qui a fait un burn-out, la complémentarité n'existe plus. Et ces fondamentaux, ces piliers, en fait, du couple sont brusquement touchés de plein fouet. Donc le burn-out n'est pas qu'une problématique, effectivement,
professionnelle, liée à une surcharge professionnelle, c'est aussi une problématique qui va rétroagir sur la personne et dans le lien que cette personne aura établi avec son conjoint ou sa conjointe. Et on n'évoque même pas la question des enfants dans le burn-out, et on peut imaginer également comment ça peut les impacter également. Tout à fait. Nina est avec nous, on fait une petite pause et on lui donne la parole dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Fabrice Bach, nous évoquons le burn-out, vous êtes psychologue, vous êtes également auteur d'un livre qui s'appelle Les Jumeaux, aux éditions Solar, et c'était évidemment aussi un sujet qu'on peut aborder si l'un d'entre vous qui nous écoute en a envie. Alors c'est Nina qui est avec nous. Bonjour Nina. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, je crois que vous avez vécu une relation où vous étiez tous les deux en burn-out, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que mon conjoint travaillait énormément. Oui. Et moi, j'étais avec mes enfants. Et alors, le problème, c'est que déjà, j'ai quitté ma région pour venir m'installer avec lui. Mm-hmm. Et c'est une région où il y a vraiment rien du tout. Les villages sont morts, il n'y a pas de commerce. Voilà, c'est assez difficile. Et donc je m'en rendais pas compte. Vous n'aviez pas de travail, vous ne travailliez pas, Moi, je travaillais pas en plus. D'accord. Oui. Oui. Et donc j'ai fait rapidement des enfants. Bon, c'est bien passé. Mais au début, je me rendais pas compte. Et puis après, j'ai commencé à me dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout raté, quoi. J'aurais jamais dû aller là-bas. Ça n'allait pas, quoi. Je supportais plus l'endroit où j'étais. Je me sentais seule au monde. Je me disais c'est pas possible. Je peux pas rester là. Je sais pas si c'était un burn-out ou si c'est ce que j'aurais dû faire. Je ne saurais jamais, mais en tous les cas, je suis partie. Donc... Je suis partie avec mes enfants parce que je me suis dit c'est pas possible. Mais si je reste là, je vais mourir. Mais lui était déjà, vous l'avez connu se dégradant, devenir agressif, devenir. Ah oui, alors lui, voilà, c'était pareil. Il était, alors au début, il était super. On se baladait, voilà, et puis il travaillait énormément, et puis au final, après, il nous calculait plus vraiment. Il devenait, du coup, pas vraiment dépressif. Enfin, je sais pas si c'est dépressif ou burn-out. Du coup, c'était le sujet, mais j'ai l'impression qu'il tombait en dépression progressivement. Il voulait rien faire. Il sortait jamais. Il pouvait rester dans son lit pendant 12 heures à rien faire. Et il sortait même pas dans son jardin, même pas pour jeter une poubelle, même pas pour. Mais à ce moment-là, Nina, quand vous voyez un tel changement chez un homme que vous avez a priori aimé, sinon vous n'auriez pas quitté votre lieu pour le rejoindre. Oui. Vous n'avez pas pensé qu'il fallait peut-être appeler de l'aide, enfin faire. Si, j'ai voulu l'aider. Au début, j'ai cru qu'il était malade. Parce qu'il me disait qu'il était toujours fatigué, donc j'ai fait faire des prises de sang parce que il n'aurait jamais été de lui-même, parce qu'en plus c'est un dur au mal de la campagne, alors bon, il va jamais chez le médecin ni rien. Et puis après, pour tout ce qui est psychologue, tout ça, il trouve que c'est con. Pardon, excusez-moi. Non, mais enfin c'est pas voilà, grave. Au moins c'est clair. Voilà, donc il faut pas qu'il ait une faiblesse parce que sinon c'est la honte. Donc c'est impossible, dès que j'essayais d'évoquer le sujet, dire peut-être que tu as besoin d'aide, tout ça. Pour lui, c'était pas possible, quoi. Ça partait il s'énervait. Oui, il devenait irascible. Et tout ça s'est déroulé sur combien d'années, Nina? C'était assez rapide quand même, sur 3 ans. 3 ans, oui. Donc en fait, entre le moment où vous déménagez pour le rejoindre et le moment où vous repartez, il s'est passé 3 ans. Non, il s'est passé 5 ans. 5 ans, on est resté 2 ans où tout se passait bien, et ensuite ça s'est dégradé pendant 3 ans, oui. Au moment où j'ai accouché de mon premier enfant. Mais pourtant, c'était moi qui m'en occupais, enfin, je lui faisais pas de fatigue. Mais, ça a commencé à ce moment-là. Donc.
Mais il travaillait beaucoup, de toute façon, c'est ce que vous nous avez dit. Hein, oui, il travaillait beaucoup, oui. Et en plus, il a des horaires de nuit et tout, donc je comprenais qu'il puisse être fatigué, mais je voyais bien que ses amis qui faisaient le même métier, ils vivaient quand même. Ils n'étaient pas à ce point-là, donc je me disais... Et quand vous l'avez rencontré, c'était quelqu'un de joyeux? Oui. En fait, je ne sais pas s'il a fait un burn-out ou s'il jouait un jeu. Oh, écoutez, je crois que dans ce que vous dites, on peut craindre malheureusement que ce soit en effet un burn-out. Hein. Oui, à rester allongé quand même 12 heures d'affilée, personne à un moment donné, si elle a une pulsion de vie en elle, va faire quelque chose d'une façon ou d'une autre. Les indicateurs que vous donnez laissent quand même à penser à un moment donné qu'il y a une dégradation. Par contre, ce qui est très intéressant dans ce que vous évoquez, c'est deux choses. Vous évoquez quelque chose de très important, c'est que le principal ennemi dans le burn-out, c'est soi-même. On ne s'écoute pas. Et effectivement, combien de fois, nous, on a ce genre de choses où, ouais, mais le médecin, ça sert à rien, j'ai pas de temps à perdre, aller voir un psy, ça sert à rien, et puis de toute façon, qu'est-ce qu'il va m'apporter? Avec cette représentation que la personne a de soi, d'être faible. Or non, justement, c'est ça, c'est pour ça que j'insistais sur ce facteur tout à l'heure, de dire non, le burn-out, c'est la maladie des forts. Et la personne a le sentiment brusquement de ne plus pouvoir tenir, une parentalité qui apparaît, qui est peut-être difficile à assumer, tout vient se cumuler et tout doucement elle se referme. Et on peut comprendre ensuite que Nina ait senti que le contrat initial de la rencontre dans l'étape 2, une fois qu'on a la rencontre physique, la rencontre humaine, il y a quelque chose qui a été faussé. Et on peut se dire, mais à un moment donné, il m'a menti, c'est pas possible. Pas forcément, c'est peut-être quelqu'un qui a développé un grand état de souffrance. En même temps, vous avez sauvé votre peau aussi, hein, oui. Nina. On peut comprendre qu'à un moment donné, de toute façon, vous avez essayé de l'aider, la personne ne veut rien faire, on peut pas faire tout à la place de l'autre. Oui, tout à fait. Et puis là, il faut être très vigilant, parce qu'on peut effectivement tendre la main à quelqu'un. Maintenant, il y a un principe très, très connu, très basique. Hein, quand un maître nageur sauveteur veut sauver quelqu'un qui est en train de se noyer, l'autre va s'agripper, va entraîner le maître nageur sauveteur sous l'eau avec lui. Donc attention à ça, on peut tendre la main une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, plusieurs fois, et si à un moment donné l'autre ne réagit pas, là effectivement, vous le disiez à l'instant Brigitte, il faut se sauver soi-même. C'est très important, parce qu'il peut vous entraîner aussi dans la situation. C'est exactement l'impression que j'ai eue, voilà, c'est ça. Hein. C'est ce que je me disais, il va m'entraîner là-dedans, dans sa tristesse, et mes enfants avec. Bien sûr. C'est pas possible. Et là, je suis en train de le rejoindre. En fait, c'est compliqué parce que du coup, on n'est plus ensemble, mais j'emmène quand même mes enfants le voir. Mais sinon, lui, il n'aurait pas l'énergie de venir aller voir, c'est ça? Voilà, il l'a déjà fait, mais bon, c'est vraiment... Donc, il est certainement pas encore sorti d'affaires. Hein. Non, je pense pas du tout. En plus que maintenant, il a trouvé un truc qui fait qu'il est tout le temps arrivé sur son téléphone, donc il est encore plus déconnecté. Alors, ça fait que... oui, non, on vous sent peut pas vraiment changer. On vous sent très triste, hein, Nina, de constater tout ça. Oui, parce que j'ai l'impression qu'il pourra jamais être autrement. Et il me fait penser à ma mère qui est exactement pareil, en fait. Et donc, bon, ma mère, je pense qu'elle était de nature dépressive, mais... Oui, et votre mère, sans doute que c'était une dépression. Mais c'est peut-être plus un burn-out qu'une dépression dans ce que vous décrivez. Oui. Hein. Oui, parce que c'est vraiment installé dans la durée. Dans ce que vous décrivez, il n'y a pas eu de choc spécifique qui a amené à un moment donné l'émergence d'un effondrement de la personnalité. Le problème, c'est qu'effectivement, je reviens sur ces 2 facteurs, le fait déjà d'être dans une sorte de perfectionnisme, on se rend compte qu'on ne peut pas plus y accéder, on se dévalorise, on se déprécie, on perd une grande part d'estime de soi-même. Du coup, il craint l'image qu'il vous renvoie. Donc, on se replie de plus en plus. Après, je ne sais pas si vous avez des liens avec sa famille, s'il en a. Mais c'est à sa famille, du coup, proche, peut-être ses parents, de pouvoir réagir, de dire maintenant, il faut faire quelque chose pour ne pas que ça se termine par une hospitalisation. Parce qu'à force de s'effondrer, jusqu'où est-ce qu'on peut aller ? Et après, c'est effectivement les personnes proches d'essayer de réagir. Vous, Nina, vous avez fait tout ce que vous pouviez quand vous étiez avec lui. Vous avez essayé de le soutenir, de l'alerter. Vous l'avez amené faire des analyses de sang. Vous avez sollicité des choses. Vous ne pouvez pas répondre à cela. Peut-être simplement parce que l'image qu'il vous renvoyait à ce moment-là n'était pas celle qu'il souhaitait vous renvoyer. Et donc, il rejette tout en bloc. Maintenant, il y a d'autres personnes peut-être autour de lui, fratries, parents, pour essayer de faire quelque chose. Oui, en tout cas, il a certainement besoin d'aide. Merci Nina et bon courage en tout cas.
14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Fabrice Bach, nous évoquons maintenant le burn-out avec Laurence qui est avec nous. Bonjour Laurence. Rebonjour, bonjour, pardon. Excusez-moi. Oui, alors le burn-out, en fait, je connais pas particulièrement, bon, même si j'ai une collègue qui en a fait un. Mais en fait, moi je suis très perfectionniste, je passe beaucoup de temps dans mon travail, je travaille sans cesse parce que je veux être vraiment au top pour mes élèves. Et bon, il faut dire que les programmes changent sans arrêt, donc il faut toujours se roder, s'adapter à plein de choses. Plus, je suis enseignante, hein, donc les cours, c'est de plus en plus en classe entière, donc tout ça, ça épuise. Et moi, le problème, c'est la fibromyalgie, mais ça s'apparente beaucoup, je veux dire, au burn-out parce que, en fait, on veut des fois, à un moment donné, on veut freiner, mais c'est trop tard. Et là, c'est le centre de la douleur qui n'est plus bien du tout, plus bien géré, mais et on a mal tout le temps. Vous avez raison, hein, la fibromyalgie, on en parlait la semaine dernière avec Michel Odoul, c'est aussi une maladie actuelle due au stress. Alors après, elle est réelle, hein, je ne suis pas en train de dire que c'est dans votre tête, hein, Laurence, mais en effet, il y a des chances que vous soyez, que vous ayez besoin peut-être qu'on prenne un peu plus soin de vous. Voilà. Alors bon, je sais ce qu'il faut faire, hein, parce que par ailleurs, je fais du yoga, je faisais de la marche nordique, parce que bon, j'ai eu aussi un accident de la circulation là dernièrement, mais qui m'a remis les pendules à l'heure aussi, parce que je sais, je me dis toujours, tiens, oui, t'as ton yoga, c'est super, donc la marche nordique, ça c'est bien, la ronron-thérapie, tiens, j'ai mon Mimi, mon petit minou, après j'ai mon copain le dimanche, mais en tant que prof, voilà, j'ai souvent du travail, et même le week-end. Alors je sais qu'il faut que je m'avance, qu'on passe un bon week-end avec mon compagnon, mais bon, lui il travaille il travaille Airbus hélicoptère, voilà. Donc lui il a c'est peut-être plus, il a aussi sa pression, mais nous on a le soir on a du boulot, le week-end on a du boulot, et c'est difficile. Donc des fois ça crée des tensions effectivement dans le couple. Mais il est bien au courant parce qu'on discute beaucoup. Mais donc, ce serait quoi votre question à Fabrice Bach? Alors ma question, ça serait effectivement comment mieux gérer l'épuisement dans ce monde qui sollicite énormément parce que avec toutes les pressions qu'on a. Voilà, on est pressurisé, nous, par la direction, alors, les nouveaux programmes, les parents, etc. On va laisser répondre Fabrice. Alors, oui. Vous avez déjà évoqué quelque chose de très important. On sait que une des caractéristiques des personnes les plus sensibles au burn-out, c'est effectivement le perfectionnisme. On va toujours chercher à aller plus loin, plus loin, plus loin. Et là, il faut être très vigilant. En soi, le perfectionnisme est une très grande qualité, est une belle qualité. Attention qu'à ce qu'elle ne prenne pas trop de place et surtout attention dans l'univers dans lequel on va l'utiliser. Si en face, ce perfectionnisme n'est pas reconnu, on a toujours le sentiment de devoir en faire plus, et à un moment donné, ça se retourne contre soi. Et en fait, en termes préventifs, qu'est-ce qu'il est possible de faire? Il y a 4 éléments. Déjà, être actif sur le plan physique. C'est ce que vous faites, visiblement. Visiblement, donc là, c'est déjà fait. Être attentif, c'est-à-dire pouvoir s'accorder des moments de détente et ritualiser ces moments de détente. Parce que lorsqu'on est perfectionniste, les moments de détente passent facilement au second plan. D'où, moi, je parle véritablement d'une ritualisation. On va prendre sa semaine, on va caler avec 3 principes. Premier élément, la temporalité. Ça peut durer 3 quarts d'heure, 1 heure. C'est très bien. Deuxièmement, ça ne concerne que soi. Par exemple, tiens, je vais m'accorder du temps pour moi, j'adore jouer au tennis, oui, il faut être 2. Donc on dépend de quelqu'un. Et troisième élément, ça va mettre en jeu le corps. Et on va poser ces moments, et c'est pendant ces 3 quarts d'heure, 1 heure, on disparaît de la planète Terre. On n'est plus là. Et ça, c'est très important. Donc on laisse le téléphone ailleurs. Exactement, on disparaît. Et si on a des enfants, qui, lorsque vous accordez ce temps-là, à la porte, viennent frapper à la porte de la salle de bain, parce que vous accordez un bon bain sympathique, avec un petit verre de vin, de la musique douce et 3 bougies, on les laisse de l'autre côté de la porte. Ils ne vont pas s'entretuer. Ça va crier, ça va se chamailler, ils veulent juste vous faire céder. Donc on tient bon. Le troisième élément, c'est être conscient. Avoir une connaissance de soi-même, une connaissance de ses limites. Oui, on peut les outrepasser. Parfois, attention, je le disais tout à l'heure, une personne qui fait un burn-out est en suradaptation permanente. Et le dernier élément, être soutenu, c'est-à-dire au niveau environnemental, par son conjoint, qui peut aussi envoyer des choses quand on peut risquer de déraper.
Voilà Laurence, les conseils tout à fait clairs pour éviter de sombrer en burn-out. Des conseils que d'ailleurs tous les auditeurs peuvent noter, quoi qu'il en soit, même si on ne se sent pas déjà un petit peu au bord. Voilà. Nous évoquons un sujet de société qui malheureusement prend de plus en plus d'ampleur et c'est pour ça évidemment que nous en parlons. Un sujet de société qui nuit aussi beaucoup aux couples. On parle du burn-out avec Fabrice Bach qui est avec moi, psychologue et créateur, donc, membre fondateur plus exactement de l'association VLB, Vaincre le Burn-out. Vous avez du boulot. Oui, quelque peu. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, bon, on va revenir sur le burn-out avec Nadine qui est avec nous. Bonjour Nadine. Bonjour Brigitte, bonjour Fabrice Bach. Bonjour. Bonjour. Alors, oui. Oui, allez-y, on vous écoute Nadine. Vous avez fait un burn-out, hein, c'est ça? Oui, alors j'ai fait un burn-out il y a quelques années de ça, donc ça ne remonte pas d'aujourd'hui, ça remonte il y a quelques années, assez gros. En fait, moi ce qui s'est passé, c'est que j'avais un travail, j'étais cadre supérieur, donc j'avais un travail très prenant et tout ça. J'ai l'impression, Fabrice Bach, excusez-moi Nadine, je vous redonne la parole tout de suite, ça arrive plutôt à des postes de niveau social assez important en fait, souvent le burn-out. Très souvent, très souvent, parce que souvent des personnes qui justement en tant que cadre n'ont pas de limite temporelle au niveau du travail et qu'on peut effectivement surcharger facilement. Exactement, j'allais aborder le sujet. Donc vous en avez fait beaucoup, et puis encore plus, et toujours plus. Et encore plus, oui. Il y a beaucoup d'horaires, beaucoup donné à ce travail, beaucoup d'investissements. Et vous étiez en couple, puisqu'on va essayer de rester quand même sur la problématique de l'émission. Et votre mari, donc, se rendait pas compte, ou est-ce qu'il était, ou est-ce qu'il vous disait de... Au début, il s'en est pas rendu compte, mais après, en fait, il y a eu beaucoup, comment vous expliquer ça, on a commencé par se disputer, parce que mon travail prenait beaucoup d'énergie, donc il a commencé par avoir des disputes. Après, dans le couple... Mais il vous reprochait de pas s'occuper assez de lui, de pas être assez là. Voilà, tout à fait. Beaucoup de reproches, parce que j'étais beaucoup prise par le travail, et en plus, comme j'avais un travail très prenant, il arrivait des fois qu'on m'appelait en urgence pour pouvoir partir sur les lieux les week-ends, ça pouvait arriver. Donc ça pouvait gâcher aussi des week-ends. Je pouvais organiser des week-ends, des sorties en week-end et tout ça. Ça pouvait gâcher mes week-ends. C'est-à-dire que par exemple, on pouvait partir en week-end en amoureux et pendant ce week-end en amoureux, aussi bien mon travail m'appelait pour me dire qu'il y avait un problème sur la société. Donc il fallait que je prenne le téléphone et que je prenne le temps de résoudre ce problème-là. Oui, donc vous ne pouviez même pas vous détendre avec votre mari et puis oublier un peu le travail, puisque de toute façon, à tout moment, vous étiez à nouveau sur la sellette. Oui. Voilà, j'étais sur la sellette tout le temps en train de me dire qu'est-ce qui va se passer encore. Et du coup, ça a commencé à mettre de la froideur dans le couple. Ça a aussi fait un dégoût en fait parce que il était il s'est mis à être plus agressif en fait envers moi parce que je prenais plus de temps avec le travail et je m'avais c'était trop dans le travail, donc du coup ça m'a beaucoup peiné, ça m'a fait des ressentis dans mon travail aussi, le travail du coup j'ai eu des difficultés à me concentrer dans mon travail et du coup ça a fini que malheureusement je me suis effondrée. Oui, tout à fait effondrée et je me suis complètement effondrée, ça m'a fait être en arrêt de travail pour commencer et ça m'a fait arrêter ce travail que j'aimais. Et alors quand vous avez un arrêt de travail, comment réagit votre mari? Alors mon mari au début il a mal pris aussi parce que quand vous êtes arrêté, vous avez une perte financière. Donc quand vous êtes cadre supérieur, vous avez quand même des bons revenus. Donc vous vous retrouvez en arrêt de travail, et ça met un autre problème dans la société, l'argent, comme on dit. Donc du coup, ça met des histoires aussi. Ce n'est pas pour ça qu'on s'est retrouvés. Il y avait toujours de la froideur. Donc il était content que je ne travaille pas, mais moi j'étais toujours préoccupée par mon travail. Toujours. Donc, oui, vous n'arriviez pas à débrancher en quelque sorte. Non, du tout. Donc après, j'ai été arrêtée à peu près entre 6 et 7 mois.
Et après, j'ai démissionné de ce travail. Pourquoi ? Parce que vous aviez compris que c'était peut-être ce travail qui vous avait mis dans cet état ? Oui. D'accord. Oui. Donc ça, c'est plutôt bien. Vous avez suivi un thérapeute pendant cet arrêt ? Pas du tout. Non, c'est toute seule toute seule et avec de la volonté. Et beaucoup aussi de l'aide de ma mère, qui m'a beaucoup aidée, et des bons amis, en fait, qui ont su être à mon écoute. Mais ça a quand même, le burn-out, ça laisse des séquelles. Même, j'ai changé de travail après par la suite. Et c'est quoi les séquelles qui vous restent, Nadine ? Ce n'est pas venu de suite, mais quelques années après, plus tard, je me suis séparée de mon compagnon, en fait. Oui. Ça a fait quand même une séparation. Parce que malgré que j'ai quitté pour reprendre un autre travail, j'ai perdu un travail que j'aimais. Donc, et du coup, moi, ça a été, pas de suite, mais par la suite, au bout de plusieurs années, j'ai toujours eu, je me suis toujours dit, c'est dommage, tu t'es arrêtée dans un travail où j'étais quand même épanouie. Moi, j'aimais ce travail. Bon, je l'ai arrêté par amour. Voilà. Mais quel rapport avec le fait de quitter votre mari ? Parce qu'il est pour rien, là, si... En fait, après, si vous voulez... Vous n'êtes pas sentie comprise pendant cette période, c'est ça ? Voilà, c'est ça, tout à fait. Tout à fait. Il ne m'a pas du tout écouté, il ne m'a pas du tout soutenue. Oui. Et après, ça revient à ce que vous disiez au début de l'émission, finalement. Hein, le burn-out provoque de l'incompréhension et finalement, ça déséquilibre totalement la confiance et le respect mutuel. Complètement. Le contrat initial au niveau du couple se trouve être tronqué à ce moment-là. Je trouve que Nadine l'exprime extrêmement bien, dans le sens où brusquement, elles se sont plus comprises, lui comprend pas, devient agressive, tendue, les choses ne se déroulent plus comme avant. On a une cause objective qui apparaît, c'est le travail. Particularité, c'est un travail qu'elle apprécie énormément. Et oui, il y a eu, ce qui est intéressant, il y a eu tout un environnement amical, familial qui a pu soutenir et aider à s'en sortir. Mais on sent que Nadine est assez forte parce qu'elle a quand même réussi à rebondir. Complètement. Et je crois que ça, c'est extraordinaire parce qu'il y a une force vitale en vous qui vous a permis de réagir. Après, effectivement, c'est là où on voit, et je trouve ça très intéressant, par rapport à la situation de toujours pouvoir réintégrer la dimension du couple, sans pour autant rentrer dans des processus thérapeutiques pendant 3-4 ans, c'est pas ça du tout. Mais à ce moment-là, pouvoir avoir 3 ou 4 consultations avec une personne qui peut dire, voilà ce qui se passe dans votre couple aujourd'hui, et voilà comment ça peut se rééquilibrer, ça aurait peut-être pu éviter la séparation qui s'est présentée à un moment donné. Parce que c'est vraiment un tsunami dans un couple, un burn-out. Ça n'est pas qu'un petit problème. Mais... Quand moi je l'ai vécu, il n'y avait pas autant de mise en place. Bien sûr. Ça fait quelques années de ça, il n'y avait pas autant Nadine, de mise en place. j'ai juste envie de vous poser une question par rapport à votre couple, justement. Vous me semblez être une femme quand même assez forte, enfin, d'abord parce que vous avez pu faire un travail où on demande quand même... enfin, j'imagine que c'était un travail où il fallait être... difficile. Oui, je l'entends bien. Donc j'imagine que dans votre couple, vous étiez quand même le pilier, non, au départ avant. Tout à fait. Ça. C'était le pilier, oui. Voilà. Et moi, je crois quand même, c'est une chose que j'ai envie de dire à tous ceux qui nous écoutent, quand on est le pilier dans un couple, quand le pilier va pas bien, en général, l'autre devient agressif. C'est exactement ça. Et ça peut même provoquer dans un couple une personne, quand on est le pilier comme moi, je vois que mon ex-compagnon, ça l'a même poussé à se mettre à boire. Ça peut, Oui, mais ça l'a fragilisé. Et alors qu'il était déjà fragile, ça l'a fragilisé, oui. Il a pris peur et d'un seul coup, il est parti. Moi, je le vois aussi quand le pilier, enfin, ça peut être l'homme ou la femme, d'ailleurs. Oui. Quand le pilier tombe malade, par exemple, à un cancer, généralement, l'autre, qui est plus fragile, ne comprend pas, perd ses repères d'un seul coup, ne sait plus comment s'adapter à la situation. C'est là où on voit que le couple, c'est vraiment une alchimie particulière. Oui, c'est ça. C'est ça qui est intéressant dans cette alchimie, parce que je trouve que Nadine a évoqué aussi des choses importantes, qu'on commence à se dégrader petit à petit. Au niveau de la vie de couple, à la base, en fait, le contrat de base, c'est la confiance. Essentiellement, on a confiance dans l'autre, c'est-à-dire dans ce qu'il va dire, dans ses propos. Il y a une cohérence entre ses propos et ses actions. Si déjà là, cette incohérence, ça peut être problématique. De cette confiance vont émerger plusieurs critères. Tout d'abord, le respect. On va respecter l'autre dans son identité, dans son histoire, dans sa pensée. Ensuite, la communication. C'est
intéressant, Nadine a commencé à dire qu'en donné, la communication n'allait plus. On a une communication sereine, apaisée, on sait qu'on peut se confier à l'autre, il va écouter, sans critique, sans agressivité. Les attentions, toutes les attentions du quotidien, qu'un homme puisse envoyer à sa femme, tiens, j'aime bien ta robe, elle est jolie. Que madame puisse envoyer à monsieur des choses qui sont aussi agréables. La fierté de l'autre. En gros, je suis fier de qui elle est. Parce que c'est pas n'importe qui, c'est ma conjointe. Et réciproquement, pour madame, c'est mon conjoint, c'est pas n'importe qui. Puis le 5e critère sont les projets. On va avoir des projets communs, l'envie de faire des choses ensemble. Et ensuite, quand vous couplez respect, communication, attention, vous avez une sexualité qui va apparaître, qui globalement peut être assez épanouie. Et lorsque le burn-out intervient, et Nadine l'a très bien exprimé, quand on prend ces différents critères, la communication a commencé à être défaillante, il y a eu de l'agressivité, de la violence verbale, du coup perte de respect. Les projets, on n'en a plus, on n'a plus envie de faire avec l'autre. La libido de la sexualité passe complètement au second plan. Ce qui est compliqué, c'est qu'à ce moment-là, monsieur, lui, peut être demandeur, madame, qui, lorsqu'elle fait un burn-out, ne peut plus répondre à cette demande-là, la tension s'accroît. Et en fait, quand on regarde ces différents paramètres, on peut se rendre compte les dysfonctionnements qui, tout doucement, commençaient à s'imbriquer. Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on a en tête cette grille, on peut l'utiliser au quotidien avec soi-même pour savoir simplement est-ce que mon couple va bien. Et si à un moment, un des ingrédients peut être quelque peu dysfonctionnant, on peut solliciter l'autre à répondre à cela. Si à un moment donné, on n'arrive plus à trouver des projets communs, etc., on peut en parler. Là, j'ai l'impression que tu vois... oui, si la communication est bonne. Mais si la communication... c'est là où on voit bien que ces piliers sont totalement entremêlés les uns avec les autres. Nadine, on vous laisse conclure votre témoignage qui est tout à fait, à l'image de ce que le couple subit lorsqu'un des deux traverse le burn-out. Allez-y, Nadine. Et moi, ce que j'aimerais conclure, c'est que à tous les gens qui vivent ça à l'heure, il faut être fort et il faut se dire qu'il y a toujours une solution et il faut se battre parce que c'est difficile quand on atteint le burn-out, c'est très dur et il faut se dire qu'il y a toujours une solution et il faut essayer d'avancer. Malheureusement, moi j'ai explosé dans mon couple, c'est comme ça, mais ça serait à refaire, peut-être que j'aurais écouté ce qu'il a dit en ayant été voir un spécialiste, mais moi ça n'existait pas. Non, mais Nadine, vous avez fait ce que vous pouvez. Il ne faut jamais revenir en arrière avec des regrets. Voilà. Il y a juste une question qui est complètement idiote, mais que je pose pour ceux qui... Non, mais je la pose pour ceux qui nous écoutent. Au fond, avec le recul, qu'est-ce qui aurait pu le plus vous alarmer, que vous étiez à deux doigts d'être en burn-out, vous qui avez l'air d'avoir beaucoup réfléchi sur tout ça, vous pouvez peut-être donner un indice à ceux qui écoutent et qui peut-être sont au bord du burn-out actuellement. Alors, quand on est au bord du burn-out, les premiers signes que j'ai eus, alors moi en tant que femme, après les hommes c'est différent, donc moi j'avais un métier où il fallait être très féminine et donc j'étais beaucoup en déplacement, on commence à se laisser aller. On n'a plus envie de certaines choses. On se dit non, j'ai plus envie des week-ends, ou alors non, j'ai plus envie de sortir. On a envie de moins de choses. D'accord. C'est un début. Ça, c'est très important. Oui. Ça commence par ça. On a le dégoût, on n'a plus envie de soit s'apprêter ou soit même une sortie au cinéma ou des choses comme ça. Et au niveau de la nourriture, est-ce qu'il se passe quelque chose ? Est-ce que par exemple on a moins envie de manger les choses qu'on aime ? On se nourrit machinalement. Oui, c'est ça. C'est ce que j'aurais imaginé. Oui. Alors en fait, le dégoût, on a le dégoût aussi. Oui, vous avez dit ça plusieurs fois, le dégoût. Voilà, le dégoût. D'accord. Écoutez Nadine, merci beaucoup de ce témoignage très 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 juste et très fort et bravo. Bonne continuation Nadine et merci beaucoup. On fait une petite pause et on se retrouve dans un instant avec vous bien sûr au 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. On continue à évoquer le burn-out avec Fabrice Bach, psychologue et créateur. Non, décidément, je veux toujours que vous soyez créateur. C'est mon côté artiste, excusez-moi. Membre fondateur de l'association VLB Vaincre le Burn-out. Vous pouvez évidemment retrouver cette association sur Internet. Tania est avec nous maintenant. Merci Tania d'être avec nous. Oui, bonjour. Merci de me recevoir. Je vous en prie. Bonjour. Alors, vous avez vous aussi fait un burn-out, oui. Tania. Vous étiez en couple également ?
Oui, tout à fait. J'étais en couple. Je m'étais, au fur et à mesure, si vous voulez, moi, j'ai tout mis au sein du couple, en le propulsant un petit peu, en l'aidant dans ce qu'il aimait, par exemple les voyages, etc. Et moi, je cherchais plus ce que j'aimais faire. Et petit à petit, j'ai eu beaucoup de fatigue, j'ai pris du poids. On a eu une petite fille, moi je l'ai eue à 45 ans, de manière naturelle. Hein. Et ça a été un grand changement dans notre vie, une grande joie. Mais j'étais de plus en plus fatiguée, perte de mémoire, des étourderies, le teint crayeux, et puis plus envie de rien. Mais vraiment. Alors mais que moi, c'était dû au travail ou c'était dû à la naissance de l'enfant? C'était un peu de tout, c'est-à-dire que le travail. C'est ça, plus. Surtout qu'avoir un enfant à 45 ans, c'est très fatigant. Hein, Oui. Oui, j'étais autant radieuse d'avoir un enfant, bien sûr. tant attendu, mais beaucoup de fatigue. Et puis le travail, je le suivais dans ses postes. Il était consultant, donc il se déplaçait, on bougeait tous les 2-3 ans. Et du coup, moi, je mettais ma carrière de côté, alors que pour moi, le travail est une valeur. Et j'ai beaucoup mis dans ce couple, sans chercher vraiment pour moi. Et puis un jour, je me suis réveillée. Souvent des migraines, mal au dos, etc. Et de l'eczéma autour des yeux, mais j'étais une grenouille. Et je me suis dit, mais je peux pas aller au travail comme ça. Et je me suis rendu compte, je disais, mais ça me sort par les yeux. Je le disais tout le temps, ça me sort par les yeux. Et petit à petit, je me suis bloquée de plus en plus. Et ça a conduit finalement à ce que mon ex-compagnon a suivi sa voie, si bien tracée. Donc c'était sa voie lui, le voyage. Donc il est parti travailler à l'étranger. Et je me suis retrouvée toute seule. Donc là par contre, sans aucun soutien avec ma fille. Et je n'avais plus aucun goût pour rien, juste en mode automatique, faire en sorte que ma fille aille bien, que les repas soient prêts, le ménage, etc. Et ce que disait Nadine juste avant, effectivement, on prend plus soin de soi, on se regarde plus dans le miroir. On avance, mais on est un vrai fantôme en fait. Et là, j'ai compris que soit je touchais le fond et c'était fini, réellement. J'ai eu cette prise de conscience à un moment donné là. Soit il fallait que je rebondisse, mais je savais pas du tout comment. Là, combien de temps il vous a fallu entre le moment où vous commencez à avoir les yeux qui vous sortent de la tête, que vous ressemblez à une grenouille, et puis le moment où vous touchez le fond, ou en tout cas vous réagissez? Rapidement, ça a été en quelques mois, parce que sur ses entrefaits, il est parti travailler à l'étranger. Donc en 4-5 mois, je me suis dit là, et c'était même pas pour moi qu'il fallait que je me sauve, c'était pour ma fille. Oui. Ouais. J'avais même plus le goût de moi. Je vous rappelle que la personne la plus importante, c'est quand même vous. Oui, voilà. Mais ça, c'était, je n'entendais même pas, et puis ça me venait pas à l'idée en fait. Et je sais que j'étais toujours très fidèle à l'éducation. Attention, je critique pas, on est d'accord, il y a des valeurs, mais j'avais toujours en tête, on doit, et aide-toi et le ciel t'aidera. Et après, j'ai compris qu'on ne vibrait que quand on était soi. Et sinon, on est on est l'image de quelqu'un, mais on n'est pas soi-même. Mais je ne savais plus qui j'étais à ce moment-là. J'étais au fond du trou et j'avais qu'une chose à faire, c'était sauver ma peau pour sauver que ma fille soit bien, quoi. Voilà. Donc, ça a été très compliqué. Et je me suis retrouvée célibataire. Donc, ça a été un cataclysme, donc devoir déménager avec ma fille sous le bras, pas de manière urgente, mais bon, je m'attendais pas à ça quand même. Après tant d'années, on est resté à peu près 11 ans ensemble, et je m'attendais pas à ça. Et la seule chose, j'ai dit mais qu'est-ce que tu vas faire? Beaucoup d'interrogations, et toutes les pistes que je trouvais ne me parlaient pas. J'arrivais pas à me reconnaître. Et j'ai pensé à une passion que j'avais eue brièvement il y a quelques années, c'était le feng shui. Et oui. Et voilà. Et ça a été un déclencheur, parce que j'ai toujours apporté, moi je suis dans le bâtiment au départ, la technique. J'aurais voulu être compagnon du devoir, et encore une fois je m'étais pas écoutée. C'est l'histoire de ma vie, de pas m'écouter jusqu'à maintenant. Oh, c'est l'histoire de la vie de beaucoup de gens, malheureusement. Voilà. Et je pense. Mais là, vous êtes écouté visiblement. Ça y est. Mon Dieu. Il a fallu que je cherche, mais
comment j'ai envie de vivre dans cet appartement, parce que je ne savais pas. Et c'est ça, en fait, qui m'a sorti. Mais ce qui est formidable, en plus, avec le feng shui, c'est que ça donne du sens. Enfin, ça donne du sens à l'espace et ça donne du sens à soi, ensuite. Exactement, parce qu'on se projette comment on a envie de vivre. Et quand on a perdu tout ça, c'est un peu difficile. Alors, je précise que le feng shui, c'est de mettre les choses au bon endroit par rapport au nord, au sud, par rapport aux éléments, air, feu, eau, etc. Enfin, j'essaye d'expliquer ça simplement, Tania, mais vous êtes d'accord avec ça, hein? C'est exactement ça. Et puis finalement, c'est de trouver l'harmonie entre la maison ou l'appartement et vous-même. Bien sûr. Bien sûr. C'est cet équilibre-là, et c'est vraiment une force. Et voilà. Et aujourd'hui, c'est mon métier d'ailleurs, parce que ça m'a tellement transformée et tellement révélée. Parce que quand vous parliez tout à l'heure, excusez-moi, j'ai pas retenu le nom du médecin. Fabrice Bach. Bach, comme les fleurs de Bach. Ah, c'est comme ça, Fabrice Bach. Je suis sûre que vous allez le retenir là. Pardon, oui, là c'est clair. Pardon, monsieur Bach. Quand vous avez parlé respect, communication, attention, ça c'est des choses qui ne me venaient plus du tout à l'idée et qui n'existaient plus. Et je pense que si on perd la fibre qu'on a à l'intérieur de soi-même, il n'y a plus d'importance, et tout ça, ce sont plus que des mots en fait. C'est comme ça que je l'ai ressenti. C'est très intéressant ce que vous évoquez, parce qu'on voit que le burn-out peut prendre plusieurs tournures en fait. Ça peut être lié à un contexte professionnel, oui, on l'a vu précédemment dans les témoignages, mais ça peut aussi être lié. Il existe ce qu'on appelle un burn-out maternel, qui peut se présenter, qui vient déséquilibrer. Encore une fois, il y a cet amour qu'on a pour son enfant, etc. Puis brusquement, on peut se retrouver intérieurement en confrontation avec d'autres choses, des valeurs qu'on nous a données, sur lesquelles on nous a éduqués, qui sont très élevées. Et puis il y a aussi une chose dont on parle peu, c'est l'impact de tout ce qui est réseaux sociaux, etc. C'est fascinant quand les gens postent des photos. La maternité, c'est quelque chose de super heureux. Les enfants, c'est génial. Non, c'est pas le cas. Il faut pouvoir le dire. C'est compliqué. Mais ces photos-là, on les voit pas. On passe plus des nuits entières. Voilà, donc déjà ça fatigue. Voilà. Enfin, bon, bref. Et toutes ces photos qui sont montrées en disant, regardez, celle-ci, elle a l'air heureuse, etc. Non, c'est compliqué. Parce que du coup, ça renforce, à un moment donné, une sorte de représentation d'un idéal maternel tel qu'il devrait être et tel qu'on a du mal à l'atteindre. Et il y a une chose sur laquelle, c'est intéressant, je pense, pour nos auditeurs, c'est qu'à un moment donné, on peut perdre tous ces éléments. Il y a un concept qui apparaît souvent, qu'utilisent des psychologues, qui vise à dire il faut se désidéaliser. On a posé un idéal trop haut, trop grand, il faut le diminuer. Attention à ça. Moi, je pense que c'est important d'avoir des idéaux, mais il faut les rendre pluriels et en se recentrant sur soi, comme vous l'évoquiez. Si on n'a qu'un idéal maternel, il peut être tellement élevé qu'à un moment donné, on risque de ne pas l'atteindre et ça peut se dégrader. Maintenant, si on... Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Exactement. Très bien résumé. Soyons clairs. Exactement. Mais en tout cas, merci Tania de votre témoignage, parce que là aussi, on voit comment vous avez quand même eu une force intérieure qui a permis à un moment donné de vous ressaisir, et même si et j'ai toujours envie de dire, voyez Tania, parce que c'est le témoignage de Nadine, c'est le vôtre. Il y a de la souffrance, mais vous en avez fait quelque chose, vous en avez fait une perle, et finalement peut-être que votre vie aujourd'hui que vous aimez et qui correspond à ce que vous voulez faire, elle n'aurait peut-être pas pu avoir lieu si vous n'aviez pas traversé cette épreuve. J'ai un ami, donc un de mes amis qui intervient, donc Didier Le Chamia, qui est médecin à VLB, qui dit « Vive le burn-out ». Oui, c'est très particulier à entendre. Je sais, pour les auditeurs, ça peut être surprenant. C'est un moment où on se dit « Stop, la vie ne doit plus fonctionner comme cela. Exactement. Elle doit changer ». On n'a pas le droit de se laisser maltraiter. Merci beaucoup, Tania. Merci à vous. C'est une chose, on peut vraiment vibrer si on touche, et je le souhaite vraiment à tous ceux qui nous écoutent, qui sont dans la situation. Mais quand on a touché cette fibre-là, croyez-moi, il faut juste la trouver, et j'ai confiance en chacun, quoi. Donc, merci beaucoup en tout cas pour votre émission et de m'avoir permis de témoigner. C'est nous qui vous remercions, Tania. On vous embrasse. Allez, une petite pause. Et ce Love Conseil, les 4 piliers des couples qui durent. Je suis sûre qu'il va vous plaire, ce Love Conseil. C'est marrant, vous voyez, je l'avais préparé pour vous. Allez, on fait une petite pause, Fabrice Bach, et on se retrouve dans un instant. Sud Radio, Brigitte Lahaie, le Love Conseil.
Eh bien, Fabrice Bach, justement, je vais donner ce love conseil et vous allez sans doute m'aider, j'espère du moins. Ouais. C'est les 4 piliers des couples qui durent. C'est vrai que c'est une demande fréquente. Qu'est-ce qui fait qu'un couple va pouvoir durer? Et vous m'avez parlé tout à l'heure d'une grille qui permet de savoir si le couple peut durer. Donc voilà, alors tous les thérapeutes sont pas forcément du même avis. Il y en a qui donnent mais en gros, c'est à peu près la synthèse de ce que j'entends. Et donc voilà les 4 piliers nécessaires pour faire durer son histoire d'amour. Alors, en tout premier, moi je mettrais l'engagement, ou si vous préférez le désir de continuer ensemble. Je pense que c'est quand même d'abord bien, parce que souvent quand un couple, il y en a un des deux qui a plus très envie, en général les autres piliers vont très vite se déliter. Ouais. Parce que ça me paraît évident. Deuxième pilier, je vais y mettre l'intimité. Alors l'intimité, c'est pas simplement la sexualité, c'est aussi la tendresse, c'est le plaisir de se toucher, de se retrouver, juste pour se retrouver. Et ça, je crois aussi que c'est un signe qui fait qu'il y a encore quelque chose. Sinon, si on n'a plus envie de se toucher, c'est qu'en général... Simplement dormir l'un à côté de l'autre, l'un contre l'autre. Absolument, se prendre la main dans le canapé ou des choses toutes basiques comme ça. Alors ensuite, je mettrais les valeurs communes ou les envies communes, c'est-à-dire l'envie de faire des choses ensemble, d'avoir des Par exemple, on en parlait la semaine dernière, quand les gens sont un peu investis en politique et qu'ils ne sont pas du tout du même bord, en général, ça ne fait pas durer le couple parce que ça crée beaucoup de tensions. Et même par rapport à la famille, si on n'a pas la même vision de la famille, etc. Enfin bref. Et puis en dernier, j'ai mis la communication, mais pour moi, la communication, elle est partout. Et c'est vraiment le grand drame des couples, c'est qu'ils bavassent, mais ils ne communiquent pas. Ils ne communiquent pas. Et ils se parlent, mais ils ne communiquent pas, exactement. C'est-à-dire on parle, on se raconte sa journée, ce qui s'est passé, etc. L'autre écoute à peine. Et en fait, on ne se parle plus réellement de soi. Et ça, c'est très regrettable. Et on le voit beaucoup. Pour travailler avec de nombreux thérapeutes de couple au sein de l'association VLB, tous nous renvoient la même chose. Et à un moment donné, des choses qui sont complètement décalées au sein du couple. Une fois, ces 4 piliers sont quand même indispensables, quoi. Alors, après, il y en a toujours un ou deux qui est plus solide que l'autre, mais vous êtes d'accord avec ça? Peut-être que vous pouvez en ajouter d'autres, non? Je pense que ces piliers, c'est vraiment les fondamentaux, et par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure, ça se rejoint totalement, effectivement, et c'est ces piliers-là qui permettent, à un moment donné, de se sentir solide dans son couple. Et ce qui est très important à avoir en tête, c'est lorsqu'un des piliers peut dysfonctionner, c'est pas qu'un pilier qui dysfonctionne, tout est connecté. Exactement. Et donc c'est tout un système qui se retrouve déséquilibré. C'est une chaise avec 4 pieds, et s'il y a un pied qui manque... on est déséquilibré. Et très souvent, ça va déséquilibrer un deuxième pilier et un troisième, et ça s'effondre. Complètement. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant, on n'est jamais assez vigilant dans son couple. À la base, c'est quand même pas naturel d'être en couple. 2 individualités, chacun son histoire, qui se rencontrent, et puis, on décide de faire quelque chose ensemble, et de construire sa vie ensemble. Alors là aussi, je tiens à préciser à nos auditeurs, qu'il y ait des conflits dans les couples, c'est extrêmement normal. C'est bien qu'il y ait des conflits, mais des conflits constructifs et non pas des conflits destructeurs. Et souvent, dans une situation de burn-out, le conflit peut devenir destructeur à un moment donné. Le conflit. Mais c'est souvent par peur du conflit, d'ailleurs, qu'on évite de communiquer. Mais exactement, pour éviter c'est dramatique, parce que c'est comme ça qu'on part... Comme ce couple qui, pendant des années, va toujours en vacances au bord de la mer, alors que l'autre voulait aller à la montagne, et au bout de 20 ans, il en a tellement marre d'aller tout le temps, que finalement, il quitte sa femme pour pouvoir aller à la montagne. Voilà, alors qu'au fond, elle aurait été tout à fait d'accord d'aller à la montagne, finalement, ça l'aurait peut-être changé aussi. Non, mais enfin, on en connaît plein des histoires comme ça. Complètement. Enfin voilà, donc les 4 piliers du couple, vous pouvez les réécouter autant de fois que vous voulez en podcast. Bonjour Cyril. Bonjour Brigitte, bonjour Fabrice. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, c'est intéressant parce que vous, c'est votre compagne qui a fait un burn-out. Donc, c'est vous qui avez été le conjoint. C'est ça, mais alors, est-ce que c'est un burn-out ou est-ce que c'est une dépression? C'est un mélange des deux, c'est ce que disait Fabrice au début de l'émission. On ne sait pas trop exactement, on s'est référé à ce qu'on a pu lire par rapport aux symptômes qui évoluaient dans le couple, quoi, dans son état, et on s'est dit, oui, c'est un mélange de ça.
Elle n'a pas été jusqu'à la rupture totale, mais oui, elle avait tout ça. Elle avait ses colères, elle en voulait à la terre entière, et d'autres jours, elle se renfermait sur elle-même, où elle passait une journée entière à pas bouger sur son canapé, ou à sangloter. C'était pendant le confinement, hein, c'est ça ? Oui, tout à fait. Parce qu'elle s'est retrouvée, donc, du coup, j'imagine, sans pouvoir travailler, c'est ça ? Sans rien du tout. C'est-à-dire qu'elle a fermé sa boutique par obligation, et elle s'est rendue compte que si j'étais pas là, elle n'aurait pas pu continuer à exister, quoi. Et ça l'a fait effondrer énormément. C'est une femme quand même qui a du caractère dans son travail, dans sa vie. C'est ce que vous disiez au début. Ce sont des gens quand même assez forts. Puis tout d'un coup, tout s'écroule. Donc, elle voit pas comment elle peut sortir du tunnel. Elle n'a pas d'issue. Pour elle, elle a tout échoué. C'est fini. Elle va pas s'en sortir. Voilà. C'est pas facile à vivre à côté. Alors, il y a des moments où on l'écoute, on va dans son sens, et d'autres moments où j'étais contraire pour la bousculer un peu, quoi. Je suis pas médecin, mais j'essayais de comprendre un peu, et d'essayer d'agir un peu pour la réveiller, pour la choquer. Et on a traîné comme ça pendant pas mal de temps jusqu'à ce qu'elle se relève un peu, et quand elle a pu recommencer à travailler, voilà, tout de suite les lumières se sont allumées et elle va mieux. Je dis pas qu'elle est guérie, mais elle va mieux quand même. Elle reste fragile. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ça nécessite peut-être un petit travail pour justement comprendre pourquoi elle a autant décompensé pendant le confinement, et pour peut-être guérir, parce que on pourrait dire comme ça, comme s'il y avait un tout petit peu encore de poison qui circule, et il faudrait pas que ce poison se reprenne, que le virus reprenne, si je puis dire, de puissance, quoi. Ça serait peut-être intéressant. Oui, complètement. Nous, on a des médecins au sein de l'équipe qui parlent du burn-out comme un cancer, en fait, qui va ronger l'intérieur tout doucement. Et là, ce que vous évoquez, c'est très intéressant, parce que la situation qui s'est présentée en termes de confinement, de pandémie, etc., a généré beaucoup d'anxiété dans la société, et énormément de couples se sont retrouvés déséquilibrés par cette situation. Vous le disiez très bien, à un moment donné, votre conjointe se retrouve à la maison, ne travaille plus du tout, vous oui. Du coup, elle se remet en perspective sur tout ce qu'elle vit. Elle se dit, mais finalement, ma vie mène à quoi ? Alors c'est troublant, parce qu'on peut se dire, mais il n'y a pas de raison de se remettre en cause. Pour elle, si, parce que peut-être déjà avant, il y avait une situation un petit peu tendue pour elle, dont elle ne parlait pas forcément, où elle s'investissait beaucoup, puis brusquement tout s'arrête. Et je crois que ce qui est très important, c'est quand vous avez pu être présent à ses côtés pour essayer de comprendre, d'écouter. Souvent, on a l'impression, en tant que conjoint ou conjointe, il faut absolument faire quelque chose. Parfois, simplement être présent, être quelqu'un qui écoute, être simplement quelqu'un qui est proche à ce moment-là, ça peut être amplement suffisant. Oui, mais enfin, on est quand même assez désarmé, parce qu'on ne sait pas dans les comportements comment il faut agir. Elle a plein de choses du passé qui reviennent, elle a des colères, elle a la théorie du complot. Après, elle navigue en fait dans plein d'états d'esprit. Et à côté, c'est un peu flou par moments. On a du mal à la cerner, quoi. Oui, mais elle évacue, mais bon. Mais c'est pour ça que je pense que le fait d'aller voir quelqu'un à qui elle va pouvoir parler, alors peut-être qu'il faudra 3-4 séances avant qu'elle puisse toucher le vrai problème qui est chez elle, hein. Mais qu'elle sorte un peu tout ce qu'elle a besoin de sortir. Et vous savez, je le répète souvent, hein, Cyril, on peut pas être le thérapeute de son partenaire, hein, de sa partenaire. Vous êtes présent, vous faites tout ce que vous pouvez. Après, c'est à elle de se prendre en charge. Hein. Et puis, je pense qu'il y a aussi des choses que vous n'avez pas à entendre en tant que conjoint, que quelqu'un d'autre, qu'un tiers peut entendre. Pourquoi ? Parce que elle est prête un peu à ça. Elle m'en a parlé déjà il y a quelques temps. Je crois que c'est un cadeau qu'elle se fait. Hein. Ce cadeau qu'on peut se faire, c'est justement de se donner du temps et d'être écouté par quelqu'un qu'on paye pour ça, donc qui va vraiment nous écouter. Vous l'aviez dit, il y a pas mal de temps, j'avais entendu, vous aviez dit qu'on n'était pas médecin, qu'on ne pouvait pas gérer ces choses-là. Et ça m'a beaucoup aidé, en fait, parce que je m'en suis servi, je lui ai dit, je t'aide, mais d'une certaine façon. Après, je ne peux pas aller plus loin. Je ne peux pas sombrer avec toi non plus. Donc, voilà.
D'où aller ensuite chercher les partenaires qui vont pouvoir vous aider votre conjointe à aller mieux. Donc, ça peut commencer par un médecin traitant qu'on va aller voir ensemble, qui lui peut renvoyer vers un psychologue ou un psychiatre. Et là, il y a toute une démarche qui s'enclenche. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle puisse s'enclencher à deux, même si c'est elle qui ne va pas bien. Je crois que c'est vraiment là toujours ce que je répète souvent aussi, Cyril, dans cette émission, c'est la question du sens. À un moment donné, le confinement lui a fait découvrir le non-sens de sa vie à ce moment précis, et ça fait perdre pied, ça fait devenir parfois même agressif. Et donc là, je pense que c'est vraiment important pour elle, pour l'avenir, qu'elle se fasse aider. Et c'est important pour votre couple. C'est pour notre couple aussi, oui. Vous dites les choses justes, parce que maintenant, ça ressent un peu tous les deux. C'est pas qu'on soit éloigné, mais on a installé des choses où il y a quelques barrières qu'on n'avait pas avant. Oui, et donc c'est important qu'elle aille parler à quelqu'un, et peut-être qu'ensuite vous fassiez un petit peu de séances avec un thérapeute de couple, pourquoi pas. Mais déjà qu'elle aille se poser quelque part. Oui. Merci Cyril, merci beaucoup. Merci à vous. On va conclure dans un instant, toujours avec vous, Fabrice Bach, et avec vous au 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et il nous reste quelques minutes pour conclure avec Iris, et c'est toujours bien sûr en compagnie de Fabrice Bach, psychologue. Bonjour Iris. Oui, bonjour Brigitte. Merci d'être avec nous. C'est votre conjoint qui a fait un burn-out, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. On a enchaîné un peu, je dirais. Lui, puis ensuite moi, en fait. Ah, carrément. Oui, dans la même année, oui. Et vous pensez que vous avez fait ce burn-out parce qu'il en a fait un? Ou ça a contribué, j'imagine? En fait, on a perdu nos deux emplois la même année. Et il y a eu la charge, effectivement, de porter ce départ pour lui... Pas d'une manière très correcte, et puis la décompensation après, et puis moi effectivement être en danger aussi, et les enfants qui partent. Bon, bref, il y a eu pas mal de choses qui ont fait que il y a eu le décès de son père aussi avant. Ça a été une année où il y a eu tout en fait. Et là, pour vous, c'est vraiment un burn-out ou une dépression? Parce que là, ce qu'on entend, c'est vraiment une burn-out. Hein. Vraiment, je me suis pas du tout. Je me suis pas du tout aperçue que j'étais impactée au niveau du travail en fait. Oui, mais lui, on peut craindre plus à une dépression avec la mort de son père, le chômage. Tout à fait. Plutôt. Par contre, oui, après, ce qui est bien compliqué, c'est si lui fait une dépression et vous faites un burn-out, en fait, vous agissez un petit peu comme un miroir l'un vis-à-vis de l'autre. Et là, ça devient très difficile parce que l'autre qui se termine d'une façon péjorative, qui peut être une bouée de sauvetage, quelqu'un qui on peut se raccrocher, brusquement, il n'est plus, en fait. Oui, c'est ça. C'est exactement ce qui s'est passé, ouais. Et donc, j'imagine, vous êtes agressé, vous êtes, ou au contraire éloigné. Comment votre couple a traversé ça? Il a mal traversé ça, puisque effectivement, il y a eu une séparation. Et puis aussi les enfants qui sont partis à l'étranger, qui sont partis du nid. Donc vous vous êtes retrouvés seuls, sans boulot, donc 24 heures sur 24 ensemble, avec un mari donc dépressif, et vous, limite en burn-out, hein, c'est ça? Ah, complètement, oui, tout à fait. Oui, donc l'ambiance à la maison, elle ne devait pas être terrible. Hein. Non, puis il y a eu une séparation rapide, en fait, parce que tout a été... ça a fait un électrochoc. Enfin, il y a eu plein de choses, qu'en fait. Je pense que les enfants avaient envie de partir parce qu'ils sentaient qu'effectivement, ça se passait pas bien. Et puis attendez, c'est le rôle des enfants de partir à un moment donné. Tout à fait. Mais là, plus particulièrement, effectivement, à ce moment-là, l'effet du nid vide, il y a eu plein de choses qui sont arrivées, quoi. Donc, ça a été un peu dense, ouais. Et c'est intéressant le témoignage d'Iris, parce que vous veniez juste pendant la pause de parler d'adaptation, de suradaptation, et là on voit bien pour Iris toutes les adaptations rapides qu'il faut faire. Exactement, c'est exactement ça. Et ça, nous on associe toujours le burn-out à un processus de suradaptation, peut être professionnel ou dans d'autres situations. Et ça, on l'oublie fréquemment. C'est vrai, c'est tout à fait ça. Et puis après, il faut se relever, il faut repartir. Et après, ça peut constituer un ressort et une vraie belle opportunité justement pour rebondir en fait.
Oui, bien sûr, mais il y a souvent du temps entre le moment où justement on est en bas et le moment où on commence à remonter. 2-3 ans, mais c'est le, enfin, je veux dire, c'est le temps qu'il faut aussi pour que le psychisme élabore et ça paraît très long quand on est dedans, mais finalement... À l'échelle d'une vie, c'est globalement peu pour véritablement changer tous ces axiomes de vie, en fait. Ce qu'on constate, c'est que, oui, quand on peut éviter le burn-out, c'est extraordinaire, en évitant chacune des étapes. Une fois qu'on est pris dans cette situation, ça va amener à une modification complète de tous ces axiomes de vie. Il faut du temps. C'est pas simplement d'un claquement de doigts, j'étais à droite, je passe à gauche, puis voilà, c'est réglé. Il va falloir se reconstruire, repenser sa vie, redéfinir ses idéaux, redéfinir ses valeurs, savoir dans ce qu'on a vécu antérieurement, qu'est-ce que l'on va garder ou pas. Ça demande du temps. Et d'ailleurs, pardon, allez-y Iris, je vous en prie. Il y a comme quelque chose qui vous marque au fer rouge. C'est-à-dire que moi maintenant, je me suis un peu sortie de tout ça grâce au retour un peu à la spiritualité, à aller vers le développement personnel, à aller vers des choses un peu plus grandes en fait. Mettre du sens. Et maintenant, effectivement, quand il y a des choses qui arrivent sur le territoire, tout de suite il y a une alerte quoi en fait. C'est que oui, vous êtes plus sensible au stress que quelqu'un d'autre. Ouais, complètement. C'est-à-dire que c'est zéro. C'est même, c'est pas possible de prendre du stress. C'est pas possible. Oui, c'est très juste ce que vous évoquez. C'est plus possible. On peut pas. Et d'où c'est important ensuite de se reconstruire un univers où on va essayer, tant que faire se peut, de mettre à distance les éléments stress. Malheureusement, la société fait que ça peut être présent. Mais en tout cas, on doit plus s'environner de personnes qui elles-mêmes peuvent générer du stress ou de la tension. C'est ça. Complètement. Et des univers et des environnements, effectivement. Et s'accorder, comme le disait tout à l'heure Fabrice Bach, Iris, des rituels de détente, de bien-être moments pour soi. Et si vous êtes dans la spiritualité, je pense que vous avez tout à fait compris tout ça. Toi, dans des choses beaucoup plus profondes, effectivement, même le chamanisme, des choses beaucoup plus. On va chercher d'autres univers, en fait. Ouais. Merci Iris, en tout cas, de ce témoignage. Écoutez, Fabrice Bach, merci de nous avoir donné l'idée de ce sujet, parce que je crois que d'abord, les témoignages étaient très clairs, et puis ensuite, tous ceux qui écoutent vont peut-être être un peu plus au courant de quoi on parle quand on parle de burn-out, notamment dans le couple, parce que là, je crois qu'on l'a réellement compris. Ça peut vraiment détruire un couple. Donc, soyons attentifs.